Je vous le dis, je pense qu'il y aurait eu des manifs dans la rue si on avait dit pas de café politique pour la 6e saison à la matinale. Je joins à Fredericton notre collègue de CBC, Jacques Poitras. Bonjour, Jacques. Bonjour, Martine. Pas de manif ici. Pas de manif, non, pas pour l'instant. Vous êtes quand même dans un haut lieu de manifestation dans la capitale provinciale. Et je joins à Caraquette l'éditorialiste de l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonjour, François. Bonjour Martine, je regardais le calendrier. Ce matin, la loi sur les élections à date fixe prévoit que le scrutin aura lieu le 21 octobre. S'il n'y a pas de surprise, si c'est ce qui se produit, ça signifie qu'on pourrait se trouver en campagne électorale dans plus ou moins 2 semaines. Est-ce que je rêve sans couleur? Non, vous ne rêvez pas. C'est ça, c'est exact. Vous ne rêvez pas, puis des couleurs, on va en avoir, pas juste les feuilles qui changent sur les arbres, mais aussi les pancartes de nos candidats qui vont commencer à orner les bords de route. Commençons avec un premier sujet, chers amis. Oui, parce que je pense qu'on n'utilise plus des tasses à café, mais bien de belles grosses carafes de cafetière pour les promesses électorales. Du côté des libéraux, on est en mode communication de ce qu'on veut proposer, Jacques et François. Je vais commencer avec vous, François. Bon, cette semaine, il a été surtout question d'alimentation à l'école. La manière de procéder de la chef Holt, bon, on nous donne le communiqué, l'essence de ce qu'on veut accomplir dans ce programme-là. Et puis après, on fait une session questions-réponses pour expliquer ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant si on est élu. Alors, que retenez-vous de cette récente promesse des libéraux? Ce que je retiens, Martine, 2 mots, occasion ratée pour les libéraux et leur chef Susan Holt. Et ils ont effectué des promesses importantes dans les derniers jours sur des enjeux qui touchent à cœur des électeurs, l'accès à un médecin de famille, s'assurer que tous les élèves fréquentent l'école le ventre plein. C'est difficile de trouver des sujets qui font plus l'unanimité auprès de la population, mais l'exécution a été ratée dans les 2 cas, autant pour cette histoire de clinique communautaire que pour l'alimentation dans les écoles. On s'est retrouvé avec plus de questions que de réponses. Dans le cas des cliniques, par exemple, on s'interroge à savoir où les libéraux vont trouver le personnel soignant. Madame Holt a parlé aussi d'un système de cliniques de santé à différents modèles, communautaires, privés, les régies de la santé. Le réseau de la santé Vitalité est intervenu dans la discussion en partageant ses doutes sur le sujet, si bien que les libéraux et ceux qui ont réagi à leur promesse électorale ont passé plus de temps à discuter des détails de l'annonce, sur comment ça peut se faire ou pas, plutôt que de vanter ce qui serait, selon les libéraux, une avancée pour permettre à un plus grand nombre de néo-brunswickois d'avoir accès à un médecin. Et ça a été un petit peu la même chose avec l'annonce sur l'alimentation. Personne ne peut être contre un tel projet, nourrir les enfants en famille dans les écoles. Mais les libéraux promettent un tout nouveau programme provincial. Il y a déjà des organismes qui s'occupent de ça, qui ont besoin d'appui, de financement, mais pas nécessairement que le gouvernement prenne leur place. Le gouvernement Trudeau a son propre programme national qu'il vient de lancer, mais on ne sait pas encore comment ça va s'intégrer avec la promesse des libéraux provinciaux, ni d'ailleurs si le gouvernement Higgs va accepter, lui, de participer à ce programme-là. Mais ça, Martine, c'est une autre histoire. En même temps, Jacques, est-ce qu'on n'est pas mûr pour se sentir inclus dans des discussions sur des propositions politiques comme citoyens, comme citoyennes, au-delà des slogans de promesses? Est-ce qu'il y a du positif à ce qu'on ait un chef qui nous explique en détail sa proposition? J'ai trouvé les promesses assez détaillées et intéressantes. Ce que je trouvais intéressant, c'est que dans les 2 engagements, les libéraux pencheraient sur des organismes communautaires ou des municipalités, comme François a dit, des groupes qui font déjà des programmes d'alimentation dans les écoles. Pour les cliniques, on parle d'utiliser des espaces parfois chez les municipalités. Alors, des tiers parties. Puis le gouvernement actuel fait la même chose avec certains programmes de toxicomanie, des programmes dans des prisons provinciaux. Ça rend le service moins cher. On peut dire que ça répond aux besoins des communautés locaux, mais on sait aussi, et c'est mieux que rien, mais on sait aussi qu'un mélange de systèmes avec plusieurs modèles peut être difficile à gérer. Une chose plusieurs fois est plus facile et plus efficace que plusieurs choses une fois. Puis on se souvient quand Ambulance Nouveau-Brunswick a été créée, on voulait centraliser un service qui était fourni par des hôpitaux dans certains cas, par des bénévoles dans des autres cas, partout dans la province.
Sauf on sait aujourd'hui qu'Ambulance Nouveau-Brunswick n'est pas encore idéal dans le service qu'ils fournissent non plus. Alors, mais c'est un modèle qui porte peut-être des défis dans l'avenir pour la gestion. Je parlais à Daniel Légère qui parlait au nom de la Coalition pour la santé du Nouveau-Brunswick qui disait on ne peut pas être contre de nouvelles cliniques de santé communautaire, mais nous, on veut que ça demeure dans le public. La PDG des Rosiers, François, dans le journal d'ailleurs, disait Vitalité peut s'occuper de ça. Alors, ouais, ça vient un peu dans les critiques qui sont survenues les lendemains de ces annonces-là. Passons au prochain sujet qui nous transporte, messieurs, à Ottawa. Fin de l'entente néo-démocrates libéraux sur la scène nationale. C'est Jagmeet Singh qui a quand même un peu orchestré sa sortie avec une vidéo bien léchée qui a été comme ça transmise dans ses réseaux sociaux pour expliquer les raisons pourquoi c'était fini, cet appui aux libéraux. Jacques, d'abord. Oui, c'est pas seulement retiré de l'entente, mais il l'a déchiré. Bien sûr. Il l'a déchiré. Je pense que c'était inévitable. Des élections s'approchent l'année prochaine, au plus tard. L'NPD doit trouver une façon de se distinguer d'un gouvernement qui n'est pas populaire. Le parti veut être une option pour le changement et il ne peut pas être 100% pour le changement quand ils sont un partenaire en gouvernement. Mais ils ont maintenant la difficulté de décider un cas à la fois comment ils vont voter sur des projets de loi, sur des budgets, sur des motions de confiance. L'autre aspect intéressant, on voit qu'on a des gouvernements minoritaires au Canada de plus en plus. Sur les 8 dernières élections, 5 n'ont pas produit de majorité. On a eu notre premier gouvernement minoritaire ici au Nouveau-Brunswick en 2018. Alors, on devrait peut-être s'habituer à des modèles comme ça, des partenariats, des coalitions. Et la question se pose, est-ce que les partis verts et libéraux du Nouveau-Brunswick vont étudier comment ce modèle a fonctionné à Ottawa s'ils se trouvent peut-être dans la même situation après le vote le 21 octobre? Quelle sorte d'entente vont-ils vouloir négocier si on voit ce scénario-là? Oui, et puis quand on voit les sondages, on sait que ça se peut, quoi, que les sondages c'est très possible. sont très ce qu'ils possible, sont. ouais. François Gravel, il y a aussi des élections partielles déterminantes qui s'en venaient. Jagmeet Singh veut démontrer qui sont les néo-démocrates et peut-être prendre le crédit de ce qu'il qualifie comme étant de grandes politiques publiques qu'ils ont proposées, mais que les libéraux se sont appropriées. Oui, exactement. Et Jacques l'a bien expliqué. Le NPD devait trouver à un certain point le moment d'intervenir pour montrer qu'il est différent des libéraux, qu'il n'est pas le Parti libéral. Cette entente-là, dans le fond, c'est la chronique d'une mort annoncée. Un parti d'opposition ne peut pas éternellement rester fidèle au parti au pouvoir. Il ne va pas se présenter aux élections en disant « Votez pour nous, le moment est venu de défaire ce gouvernement ». Que nous avons appuyé jusqu'à la veille du déclenchement des élections. Les ententes comme celle-là sont appelées à être déchirées. Ça fait partie du jeu. C'est toujours quand ça va survenir. Tout ce qu'il faut, c'est une justification. Le NPD l'a trouvé lorsque le gouvernement Trudeau a imposé l'arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit de travail des employés ferroviaires, notamment ceux du CN. Le NPD, lui, s'est toujours présenté comme étant un parti des ouvriers. Il a eu là une occasion de le rappeler. Le NPD, on le rappelle, est quand même très bas dans les sondages, tout comme les libéraux. D'ailleurs, son entente avec le gouvernement Trudeau lui a permis de réaliser certaines de ses priorités les plus importantes, mais vous l'avez bien expliqué, Martine, et il n'en a tiré aucun avantage dans les intentions de vote et très peu de crédit. Alors, le moment était venu, il devait se distancer des libéraux. C'est ce qu'il est en train de faire. Maintenant, ça ne veut pas dire, je rassure nos auditeurs aujourd'hui, qu'il va y avoir des élections la semaine prochaine ou dans les prochains mois. Je pense que le gouvernement Trudeau va survivre encore quelques temps, mais peut-être s'il même en jusqu'au tenait à printemps. M. Poilievre, en tous les cas, ce serait plutôt que tard, hein? Plutôt que tard, et le NPD, lui, va devoir décider très rapidement s'il permet au gouvernement Trudeau de survivre au vote de censure du Parti conservateur de Pierre Poilievre. Ça va le placer régulièrement dans une situation délicate. Jagmeet Singh, il n'est pas sorti du bois. On va passer à notre troisième sujet. Et c'est un incontournable, la rentrée. Je me disais, il y aura sûrement un élément de l'actualité qu'on pourra impliquer, qu'on pourra ajouter dans notre café cette semaine, messieurs. Puis, c'est la rentrée serrée, trop serrée.
dans certaines régions de la province, dans certaines écoles. Ce matin, Michel Côté, le président du district scolaire francophone sud, nous a partagé le contenu d'une lettre qu'il a fait parvenir aux personnes qui seront assises à la table le 17 septembre, des personnes à qui il demande de voter en faveur qu'on déclenche un processus de poursuite judiciaire contre le gouvernement Higgs qui, dit-il, n'a pas rencontré ses obligations de l'article 23 de fournir ce qu'il faut finalement pour une éducation de qualité pour des francophones en milieu minoritaire. Bien, je vais commencer avec vous, François. On avait déjà entendu des spécialistes sur ces questions s'exprimer devant le manque de vision là, pour fournir à ces districts qui ne savent plus où placer les enfants des infrastructures convenables. Oui, parce que ça fait quand même quelques mois là, que le district scolaire francophone du Sud réfléchit à cette question-là, à savoir si la meilleure solution à ce point-ci est de poursuivre le gouvernement provincial. Dossier en cours, ça peut durer des années. L'idéal, c'est toujours de réussir à convaincre le gouvernement. Mais dans ce cas-ci, un rappel que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Higgs n'a jamais donné le feu vert à la construction d'une école francophone, alors qu'il a lancé la construction de 13 écoles anglophones. C'est un choix politique. On dit que c'est des priorités, mais non, c'est aussi un choix politique. Et c'est clairement l'analyse qu'en fait aussi le district scolaire sud. Et c'est pour ça qu'il a choisi la voie des tribunaux pour essayer de convaincre le gouvernement d'agir, de respecter ses obligations. C'est un choix politique qui a des conséquences importantes, en particulier dans les régions comme Moncton, là, où la croissance de la population est la plus forte. L'année dernière, il y avait eu des travaux d'agrandissement qui avaient été approuvés à l'école Saint-Henri. Je relisais le texte cette semaine et le président de Côté avait eu une jolie formule. Il disait qu'à Saint-Henri, les élèves sortent par les fenêtres tellement ils sont nombreux pour l'espace disponible. Et il y a des roulottes partout, sur tous les terrains maintenant. Ça s'ajoute à ça la forte croissance de la population, de l'immigration, pour lequel le gouvernement Higgs s'accapare de crédit. Il dit toujours que c'est grâce à ces mesures si la population de la province grandit, mais quand on vient à subir les problèmes qui viennent avec ça, que ce soit la hausse du prix des loyers ou dans ce cas-ci, les écoles dans lesquelles on manque d'espace, là, il est moins vite pour les solutions. Dans le cas des écoles du Sud-Est, ça fait des années, bien avant, il faut le dire, que le gouvernement Higgs arrive au pouvoir, qu'on sait que la croissance scolaire cause des problèmes dans le Sud-Est, qu'il faut ajouter des roulottes, qu'il faut plus d'écoles. Dans le fond, on a repoussé le problème à plus tard et les conséquences, elles se font sentir maintenant. Il en a eu une autre, une belle formule ce matin, M. Côté. Il a dit « Il y a autant de roulottes en amont de certaines écoles qu'à Chédiac l'été ». Jacques Poitras, sur tout ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est politique, c'est pas politique? Il y avait une députée libérale qui a dit il y a plusieurs mois que le gouvernement bénéficie d'une population de 850 000 personnes, mais gouverne comme si c'était encore 750 000 personnes. C'est une situation très extrême. Ça existe dans les autres districts, dans les districts anglophones est. Il y a des défis aussi, mais pas au même point. J'avais entendu le directeur du district anglophone est cette semaine qui disait que avec la nouvelle école à Shediac Cape et une autre à Dieppe, ils vont pouvoir, dans les années qui s'en viennent, déménager certaines centaines d'élèves pour accommoder la situation et baisser la situation à Moncton High. Mais Bill Hogan, le ministre de l'Éducation, a reconnu il y a quelques mois qu'on ne pouvait pas construire des écoles assez rapidement pour la population. Ce n'était pas seulement une question d'argent, mais c'était aussi la disponibilité du main-d'œuvre. Cette croissance, on attend, Richard Saillant, l'économiste, a dit qu'on attend que cette croissance le taux de croissance va commencer à diminuer éventuellement. Mais il y a beaucoup de jeunes familles qui sont arrivées qui vont avoir des autres bébés. Alors, cette bulle démographique va continuer pour plusieurs années, puis les effets vont être là pendant plusieurs années, puis éventuellement, le gouvernement n'aurait pas le choix. Je ne sais pas si section 23 de la Charte donne le district une solution ou non, mais c'est une stratégie très intéressante à suivre. On passe au moment tant attendu des cafés. Et je vais commencer dans la capitale avec vous, Jacques Poitras, qui va recevoir vos cafés cette semaine. Bien, café corsé pour Blaine Higgs, chef PC et premier ministre, qui a discuté la question de l'immersion pendant un congrès PC à Bathurst la semaine
passé. Il disait « We will fix it », on va le régler. Un peu réouvrir ce débat très controversé pour les PC. Ils ont essayé de remplacer le programme d'immersion française dans les écoles il y a 2 ans et il y avait tellement de réactions publiques qu'ils ont retiré l'idée. Et maintenant, le premier ministre n'est pas trop clair si un nouveau mandat lui donnerait la chance d'essayer encore de remplacer ce programme. Mais ça serait un enjeu électoral évident. Et des cafés pour Susan Holt, le chef libéral, qu'elle va peut-être avoir besoin de donner des cafés sucrés à ses députés de la péninsule après avoir hésité de s'engager sur un nouveau pont, Shippagan-Lamec. Peut-être c'est un chef qui commence à croire qu'elle pourrait gagner et qui veut être prudente avec ses engagements sur l'infrastructure, mais elle doit se souvenir aussi qu'il y a des députés dans le Nord-Est qui sont patientés depuis 6 ans pour lutter pour ce projet et qui vont vouloir être entendus au sein du gouvernement si les libéraux gagnent. Alors, bonne dégustation à toutes ces personnes qui ont reçu vos cafés. De votre côté, François Gravel. Un café corsé à Faitine Grissiski, c'est la candidate progressiste conservatrice dans Hampton aux valeurs évangéliques chrétiennes. Elle avait organisé une assemblée publique sous le thème « Rencontrer la candidate ». Et elle a annulé l'activité officiellement pour des raisons de sécurité. Sauf que la GRC, elle, dit n'avoir jamais reçu aucune plainte de qui que ce soit, ni même être au courant d'une menace. L'équipe de Mme Grissiski a refusé ensuite de donner des détails publiquement concernant la nature de la menace, si bien que c'est à se demander finalement s'il y a réellement eu menace ou si l'Assemblée a plutôt été annulée pour une autre raison. Par exemple, peut-être un manque d'intérêt. Rencontrer des assemblées publiques de députés au mois d'août, parfois, il y a moins de gens prévus qui se déplacent, on est occupés. Alors, c'est à suivre. Ou alors, il y a peut-être réellement une menace, et si c'est le cas, on ignore totalement la nature de celle-ci. Et j'ajoute à ça un petit café au goût amer à la présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Nicole Arsenault-Slider. Je l'ai interviewée la semaine dernière dans une rencontre éditoriale à l'Acadie Nouvelle. Elle a exprimé sa confiance, sa grande confiance, je dirais, de voir Blaine Higgs appuyer sa vision de créer 2 ministères de l'éducation, avec 2 ministres, un pour les francophones, un pour les anglophones, ce qu'elle appelle la pleine dualité. Mais les premières réactions, autant chez les progressistes conservateurs que chez les libéraux, laissent croire que ça n'arrivera pas de sitôt. François Gravel, on continue de lire vos éditoriaux dans l'Acadie Nouvelle. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Et vos reportages, Jacques Poitras, dont celui portant sur les propos du premier ministre sur l'immersion, c'est en ligne sur CBC Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Martine. À la prochaine. Le Café politique, c'est tous les vendredis à votre matinale.